Très bien. Parfait. C'est bon? Merci beaucoup. Je vous propose de reprendre la séance avec le point 7.1, affaires financières, approbation du budget primitif 2024 pour le budget principal et les budgets annexes de la ville. Véronique Paco. Merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc nous allons procéder effectivement à l'approbation du budget primitif 2024 qui constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de notre collectivité. Le budget est bâti selon la norme M57 qui est désormais obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Et la structure du budget primitif, comme vous le savez, comporte différentes parties, section de fonctionnement, section d'investissement et chaque section est composée des dépenses et des recettes. Et après, chaque colonne est faite de chapitres qui correspondent au type de dépenses et au type de recettes. Et les chapitres sont divisés en articles, mais sans attendre davantage. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes du budget principal. Donc, les résultats de clôture 2023, repris par anticipation dans l'élaboration du budget primitif. Donc, un excédent de clôture de la section d'investissement de 2 391 220 €. Un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 7 352 400 €, soit un excédent global de clôture sur les restes à réaliser de 9 743 620 €. De ce résultat, nous retranchons le solde net des reports de l'exercice 2023 sur l'exercice 2024, donc à savoir 1 809 686 €. Ce qui nous fait un résultat final de 7 933 933 €. Je vous fais grâce des centimes. Les principales dépenses et recettes du budget primitif sont donc en section de fonctionnement les charges à caractère général, contrat de prestation de services, fluide, énergie, maintenance, assurance, frais télécommunications, location, frais d'entretien des locaux et bâtiments, achat de petits matériels et fournitures. C'est ce que l'on retrouve toujours dans les charges à caractère général. Et donc la somme du chapitre 011 s'élève à 6 80 516 €. Les charges de personnel qui sont donc au chapitre 012 s'élèvent à 7 202 271 €. Le chapitre 014 que l'on nomme atténuation de produits, 325 000 €. Donc là, ce sont les attributions de compensation que l'on verse à l'établissement de coopération intercommunale et le dégrèvement sur la taxe d'habitation sur les logements vacants. Au chapitre 65, les autres charges de gestion courante pour 1 894 698 €. Chapitre 66, charges financières, 394 890 €. Chapitre 67, charges exceptionnelles pour 8 000 €. Chapitre 023, virement à la section d'investissement pour 8 979 597 €. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 1 040 000 €. Nous passons donc à la section de fonctionnement en recettes, chapitre 002, résultats reportés par anticipation, 7 352 400 €. Chapitre 013, atténuation de charges, 40 000 €. Chapitre 70, produits des services du domaine et de vente, 1 140 900 €. Ce sont des ventes de coupes de bois, concessions de cimetières, redevances RODP, redevances d'occupation du domaine public, etc. Chapitre 73, impôts et taxes, 95 000 €. Chapitre 731, fiscalité locale, 10 121 000 €. Chapitre 74, les dotations et participations, 6 938 198 €. Chapitre 75,
Autres produits de gestion courante, 135 950 euros. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 101 525 euros. Concernant la section d'investissement, en dépenses, vous trouvez donc le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 318 000 euros. Vous avez le détail à chaque fois, donc je ne vous fais pas la lecture de tous les détails. Chapitre 204, subvention d'équipement versée pour la somme de 52 500 euros. Chapitre 21, les immobilisations corporelles, 4 104 557 euros. Donc là, vous avez la liste totale et nous sommes à disposition si vous avez des questions. Chapitre 23, immobilisation en cours, 2 497 373 euros. Opération d'équipement, 3 321 942 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 633 680 euros. Chapitre 45, opération pour compte de tiers, 25 173 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 101 525 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale, 371 555 euros. Sur les recettes, maintenant, nous commençons avec le chapitre 001, solde d'exécution reporté. Donc le solde reporté est de 2 391 220 euros. C'est donc le résultat de clôture de l'exercice 2023. Chapitre 13, subvention d'investissement, 336 582 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 997 573 euros. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 968 500 euros. Chapitre 165, dépôts et cautionnements reçus, 1000 euros. Chapitre 024, produits des cessions d'immobilisation, 124 790 euros. Chapitre 45, opérations pour compte de tiers, 25 173 euros. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 8 979 597 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 1 040 000. Chapitre 041, opération patrimoniale, 371 555 euros. Le budget des IPDR, donc l'excédent de clôture de la section d'investissement pour le résultat de clôture 2023, l'excédent de clôture de la section d'investissement est de 1 104 961 euros et l'excédent de clôture de la section de fonctionnement est de 753 723 euros. Soit un excédent global de compte clôture, sans les restes à réaliser, de 1 858 685 euros. De ce résultat, il convient de retrancher les reports de l'exercice 2023 sur 2024. Donc en dépenses, en recettes, et en dépenses 76 600 euros, soit un résultat final de 1 782 084 euros. Les principales dépenses et recettes du budget primitif sont donc en section de fonctionnement, au chapitre 011, charges à caractère général, 584 739 euros. Chapitre 012, charges de personnel, 55 000 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 200 euros. Chapitre 66, charges financières, 119 755 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 1 000 euros. Virement à la section d'investissement, chapitre 023, 471 463 euros. Chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections pour la somme de 447 915 euros. Et en recette, chapitre 002, résultat reporté par anticipation, 753 723 euros. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 29 350 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 896 300 euros. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 700 euros. Nous arrivons à la section d'investissement en dépenses, au chapitre 20, immobilisation incorporelle, la somme de 50 000 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 1 405 000 euros. Chapitre
23, immobilisation en cours 50 000. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées 442 040 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections 700 euros. En recettes, chapitre 001, solde d'exécution reporté 1 104 961 euros. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement 471 463 euros. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections 447 915 euros. Donc, soit un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 3 704 414 euros, 1 680 073 euros en section de fonctionnement et 2 024 340 en section d'investissement. Concernant le budget de l'assainissement, donc sur la section de fonctionnement, chapitre 011, 7 750 euros, chapitre 012, charges de personnel 30 000 euros, chapitre 65, 3 euros. Ce sont des écritures de liquidation de centimes de TVA en fin d'année. Chapitre 66, charges financières 9 095. Chapitre 023, virement à la section d'investissement 225 839. Chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections 450 300 euros. Et section de fonctionnement en recettes, chapitre 002, résultat reporté, la somme de 183 234 euros. Donc il s'agit du résultat de clôture de l'exercice 2023. Chapitre 70, vente de produits fabriqués et prestations, la somme de 434 750 euros. Ce sont les redevances d'assainissement avec Veolia. Chapitre 74, subvention d'exploitation 14 000 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, donc 2,10 euros. Ce sont toujours les écritures de liquidation de centimes de TVA. Chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections, 105 000 euros. Section d'investissement en dépenses, chapitre 21, immobilisation corporelle, 20 000 euros. Immobilisation en cours au chapitre 23, 523 169 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 32 970 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 105 000 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale, 50 000 euros. Les restes à réaliser s'élèvent à 250 381 euros. Il s'agit notamment de certains travaux rue du Capitaine Repoux et avenue du Morvan. En recettes, chapitre 001, solde d'exécution reporté 3 317 euros. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves 200 799 euros. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement 225 839 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections 455 300 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale 50 000 euros. Le budget annexe archéologie, service archéologie, les résultats de clôture 2023 repris par anticipation dans l'élaboration du budget primitif. Donc c'est un déficit de clôture de la section d'investissement de 1 251 euros et un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 182 539 euros, soit un excédent global de clôture de 180 287 euros. Les principales dépenses et recettes du budget primitif sont donc en section de fonctionnement en dépenses, chapitre 011, 86 750 euros, chapitre 012, charges de personnel 190 000 euros, chapitre 65, autres charges de gestion courante 10 euros d'écriture de régularisation, chapitre 023, virement de la section d'investissement, la somme de 7 160 euros. Et en recettes, vous avez au chapitre 70, produits et services, les domaines et de vente, 18 550 euros. Chapitre 74, dotations et participations, 84 082 euros. Sur la section d'investissement en dépenses, chapitre 21, immobilisation corporelle, 7 160 euros. Chapitre 001, solde d'exécution reporté, 1 251 euros. Section d'investissement en recettes au chapitre 021, virement de la section de fonctionnement pour la somme de 7 160, soit un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 292 331,64 euros.
283 920 € en section de fonctionnement et 8 411,64 € en section d'investissement. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. Donc vous avez eu ces éléments en annexe. Article 2, d'approuver pour chacune des sections de fonctionnement et de chacun des chapitres aux chiffres indiqués ci-dessus le projet de BP de budget primitif du budget principal de notre ville d'Autun et de ses budgets annexes pour l'exercice de 2024, et en article 3, d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Et je reste disponible pour vos questions et éventuels commentaires, sachant que le débat sur les orientations budgétaires qui s'était tenu le 28 février dernier avait été l'occasion de rappeler le contexte financier et institutionnel dans lequel nous avons élaboré le budget 2024, et nous avions posé comme base, la majorité municipale a posé comme base de construction du budget l'accélération du programme d'investissement pour entretenir, développer la ville et s'adapter bien entendu au développement, aux évolutions climatiques et énergétiques, et notamment essayer de répondre aux attentes de certains plans comme le plan vert, conserver des perspectives de dette soutenables à long terme tout en poursuivant la démarche de désendettement engagée, accompagner prudemment la hausse des dépenses de fonctionnement pour tenir compte des perspectives renouvelées d'inflation et des ambitions de développement des politiques publiques, de maintenir une politique de stabilité fiscale, donc les taux d'imposition locaux sont inchangés depuis 2018, de maintenir une politique d'optimisation des recettes, de conforter le partenariat avec l'EPCI Grand Autunois-Morvan pour le renouvellement urbain et la recherche d'efficience collective de gestion des services publics, et surtout maintenir et poursuivre l'amélioration de la qualité de vie au quotidien des Autunois. Merci beaucoup sur ce budget primitif 2024 dont on vous projette un document synthétique réalisé par le service communication derrière nous. On a bien fait d'installer ce vidéoprojecteur. Y a-t-il des questions? Frédéric Brochot et ensuite Mickaël Guigeot. Oui, merci. Oui, des remarques, des questions par rapport au budget. Mais, avant tout, déjà, je salue le travail qui est fait par les services et les agents de la collectivité de la ville. C'est un travail qui est quand même assez fastidieux à faire aujourd'hui, et en plus avec des incertitudes et des complexités que l'on connaît depuis déjà quelques années. C'est pas évident. Et puis, je dirais, un budget qui vous appartient, donc les remarques et les observations que je ferai, elles doivent être constructives. Et je dirais, on doit en plus, et ça, il n'y a jamais eu quoi que ce soit à dire sur ce sujet-là, elle doit se faire dans le plus grand respect. On doit montrer l'exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'on en a bien, du moins, la société en a bien besoin, que l'on soit très représentatif et respectueux des uns des autres. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit à dire sur ce sujet-là. Et je pense que ça a toujours été dans ce bon sens entre vous et nous dans les échanges que l'on a eus. Sur ce qui est des dépenses d'investissement, on voit, et ça on l'avait dit déjà, le panoptique prend une grosse partie quand même de ce qui est des dépenses d'investissement et malheureusement bloque quand même d'autres investissements qui pourraient se faire. C'est vrai qu'on peut des fois se dire que des choses sont un peu à l'état végétatif. Il est clair que vu le budget, et ça même si j'étais absent, j'ai quand même suivi le DOB, il y a un fort taux de soutien et de subvention au panoptique. Mais quand on a un fort taux de subvention, c'est qu'il y a quand même encore un fort taux de reste à charge à la collectivité.
Et vu le montant, c'est vrai que voilà, ça bloque quand même pas mal d'investissements sur la ville. Une question à ce sujet aussi, du moins au sujet des dépenses d'investissement, sur ce qui est du reste, oui, à réaliser sur le 1 116 000, il reste 830 000 à réaliser sur ce qui est de réseau de voirie. J'aimerais avoir aussi des explications à ce sujet. Sur ce qui est des recettes d'investissement, il y a eu un moment, tu avais dit que là, peut-être au point de vue des emprunts, peut-être pas emprunter. Bon, aujourd'hui, pour l'équilibre budgétaire, on a besoin d'emprunter encore 1 million d'euros. Il est vrai que à un moment, peut-être qu'il aurait fallu, et c'est vrai qu'on pouvait le penser de toute façon, quand les taux étaient à 0,30, 0,40, peut-être qu'il aurait fallu avoir une prévision un petit peu plus ambitieuse dans les emprunts. Mais il est vrai que, même moi le premier, quand il s'agit d'emprunter, on est souvent frileux. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des taux bien plus élevés, qui sont à la marge à 4% à peu près, voire un petit peu plus. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça impute également les recettes d'investissement, en sachant qu'après, il faut bien rembourser, et cela peut compliquer. Sur ce qui est des dépenses d'investissement, ça a été rappelé, le changement de loi, la M57, maintenant, qui a été un grand nom encore, ne permet plus d'écrire les dépenses imprévues. Alors oui, tout le monde le fait, je pense, toutes les collectivités, il s'agit de jouer un petit peu avec les écritures, mais on aurait besoin un petit peu d'explications concernant les dépenses d'énergie et d'électricité. Vous prévoyez 1 million d'euros pour 2024, soit plus de 600 000 euros de moins que 2023. Les raisons de cette baisse importante, parce qu'on ne le voit pas trop quand même, qu'il y ait une forte baisse, et quel était à peu près le montant de l'année dernière. D'autres questionnements sur les dépenses colloques qui se sont multipliées par 10. La ligne des autres frais qui augmente de 50 000 euros également. La liste des honoraires qui augmente de 50 000 euros. La ligne divers qui augmente de 100 000 euros. La ligne autres services extérieurs qui augmente de 80 000 euros. Les nomenclatures budgétaires, est-ce qu'elle est, mais là rien, nous sommes prêts à 300 000 euros d'augmentation par rapport à les lignes que je viens de citer, qui représentent près de 800 000 sur le budget de fonctionnement. D'autres augmentations aussi sur la ligne catalogue et imprimé, on passe là de 50 000 à 104 000. J'aimerais bien aussi avoir des explications. Et sur ce qui est des formations, peut-être qu'il n'y a pas eu trop de formations sur 2023, on passe de 516 à 4 000 euros. Et sur ce qui est du CCAS et du SIAS, nous étions à un budget de 1 183 000 et là maintenant on passe à 72. Mais par contre ça c'est peut-être des glissements par rapport aussi aux nouvelles lignes, avec la M54. Voilà mes questionnements. Merci beaucoup sur déjà le premier point,
puis je laisse aussi Véronique et les services compiler les réponses. Sur le premier point, sur l'emprunt. On emprunte, cette année, on propose d'emprunter au maximum un peu moins d'1 million d'euros. Mais on va rembourser 2,6 millions. 2,6 millions, ça veut dire qu'on se désendette en un an d'1,6 million. C'est historique depuis 10 ans. Et effectivement, on a aujourd'hui un taux moyen de la dette de 1,95, qui est en dessous de l'inflation actuelle et de la cible d'inflation de long terme. Donc on a fait des bons emprunts au bon moment et on va se désendetter très fortement. Alors si on peut ne pas emprunter, on le fera, mais même 1 million quand on rembourse 2,6 millions, ça fait 1,6 million de désendettement. On va passer largement en dessous des 20 millions en euros courants, ce qui fait que si on le rapporte à l'inflation, je crois qu'on avait fait un graphique dans le débat d'orientation budgétaire, on voit que on est sur un très fort désendettement. Et donc, ensuite, il faut néanmoins financer les investissements. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on est capable, grâce au soutien des partenaires, à la fois de faire énormément d'investissements, de faire le panoptique et de se désendetter d'1,6 million. Donc, aujourd'hui, le facteur limitant, j'allais dire, c'est pas le budget qu'on a, c'est la capacité dans nos services de mener des chantiers de front. On a ouvert des postes de techniciens, voirie, bâtiment. On est finalement limité par notre capacité humaine à investir et pas par notre capacité financière. Et donc, ça explique aussi qu'on a eu un certain nombre de reports les années précédentes. Là, on fait tout pour arriver à tenir complètement et à avoir l'ensemble du programme de travaux qui tiennent, mais ça suppose effectivement que tous les agents soient au complet et puis qu'on ait de bonnes surprises. Aujourd'hui, on a eu, pas pour la ville pour l'instant, mais on a eu, que ce soit sur l'hôpital ou l'ancien hôpital, des marchés infructueux qui ont été relancés. Et qui ont fait perdre 4 à 6 mois. Je pense par exemple aux travaux des urgences à l'hôpital qui va commencer en septembre. Il aurait dû commencer avant, mais premier appel d'offres, aucune entreprise ne répond pour effectivement des marchés à plus de 2 millions d'euros. De la même manière, l'ancien hôpital, le lot curage démolition, désamiantage qui est en cours, un peu de retard parce que premier appel d'offres, aucune entreprise ne répond non plus. Et donc c'est quand même important de le souligner. L'idée étant que effectivement, on travaille avec notre programme de voirie, notre programme pluriannuel sur la voirie notamment, avec les délégataires, pour faire des chantiers qui ont du sens avec le SMEMAC, avec le CIDEL, avec GRDF, avec Enedis, etc. Et en même temps la voirie. Et là, on a un programme ambitieux, mais qui suppose aussi que tout le monde investisse. Mais pour résumer, effectivement, 1,6 million de désendettement sur le budget global, donc il va diminuer d'autant nos remboursements dans les années futures, un bon morceau sur le panoptique et des investissements nombreux, vous les avez listés au chapitre 021, 765 000 euros sur la voirie par exemple, qui sont des travaux effectivement extrêmement importants et une liste impressionnante de travaux, mais voilà, qui fait beaucoup de charges sur nos services parce qu'il faut suivre les marchés, le service juridique, le service finance, et puis les services techniques, la régie bâtiment notamment qu'on a renforcé, et puis les services techniques qu'on renforce aussi de manière générale. Donc et on a entendu effectivement les différentes, et on le partage, la nécessité, on en parlera tout à l'heure, de ne pas augmenter les impôts, et on ne les augmente pas, et puis de désendetter progressivement, mais là c'est plus que progressivement, c'est une année exceptionnelle en termes de désendettement, puisqu'on désendette en net de 1,6 million. Alors, et donc, par définition, il n'y a pas d'investissement qui bloque d'autres, c'est les investissements maximaux qu'on peut réaliser avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. Et il y en a quand même, je vais les lister simplement parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de les lister, mais on va avoir des travaux importants de raccordement pour les eaux pluviales. On voit que c'est important et que les travaux qu'on a faits, notamment sur Saint-Andoche, ont porté leurs fruits.
Enedis sur l'hôpital Saint-Gabriel, en lien donc avec les travaux qui sont mis. Place des Services, c'est sur la Poste, donc en lien avec la Poste. Le Théâtre Romain. On réinstalle, vous l'avez peut-être vu, de manière assez massive du mobilier urbain. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveaux panneaux. On met à jour dans la ville les panneaux de signalisation notamment. Plus de 100 000 € sur le théâtre pour du son et de l'éclairage. Des programmes sur les églises importants. 100 000 €, c'est la première tranche de l'église Saint-Jean. On achète des véhicules. On a bien renouvelé la flotte de véhicules. Et un tractopelle, ça coûte 100 000 € et puis on le reçoit 1 an et demi après. Le plateau sportif du Collège du Vallon pour le sport et les profs, c'est en cours. Le parking, c'est presque 100 000 € aussi. Les pontons, on est obligé parce que les pontons du lac sont morts et il faut les refaire. Des travaux d'isolation, des travaux divers dans les écoles. Juste ces travaux divers, c'est 60 000 € et puis après, on descend progressivement. Mais on a quand même des gros morceaux qui vont bien occuper les services. Et puis il faut les travaux de Dalkia, le centre social des Hauts-Quartiers. On a eu des problèmes sur la chaufferie, eh bien il faut le budgéter. Des travaux sur l'école du Parc également. Des travaux de rénovation du logement du gardien au Théâtre Romain notamment. Alors ensuite sur les restes à réaliser sur la voirie. Céline. En fait, si vous voulez, l'année dernière... Alors venez peut-être. Merci. L'année dernière, on avait lancé un gros marché donc de voirie, mais parallèlement un gros marché aussi en assainissement collectif. Donc les travaux ont été réalisés sur l'assainissement collectif en fin d'année, et les travaux de voirie, comme vous avez pu le voir, en fait, ont été bien engagés sur l'année 2023, mais ont été réalisés tout début d'année là. Donc je parle du quartier du Parc, où il a fallu également faire l'eau potable en amont. Donc évidemment, de toute manière, à moins de lancer le marché en janvier-février, il est sûr que, et on ne peut pas, donc même en lançant le marché avant l'été ou dans l'été, les travaux ne peuvent pas être réalisés. Donc voilà, les travaux d'eau potable, d'assainissement étaient réalisés. Par contre, les travaux de voirie sont réalisés là. Donc c'est le quartier du Parc avec la rue du Capitaine Repoux, rue des Éduins, l'avenue du Morvan, la ruelle Chaumont et puis la rue de Planoise. Donc c'est notre gros marché de l'année dernière à 800 000 €. Donc si le report, je pense que c'est tout ce gros marché là. C'est effectivement on a pour la première fois, je pense qu'on va refaire, puisqu'on est bien calé avec les opérateurs maintenant. Ce qu'on souhaite faire, c'est des marchés multi-rues. On a d'ailleurs bien sorti les prix en faisant plusieurs rues d'un coup, une plaque. Ça a permis effectivement que les entreprises soient plus compétitives sur leurs prix, mais ça suppose des durées de travaux importantes et effectivement les travaux qui ne sont pas complètement finalisés dans l'année 2023, puisque le tapis sur l'avenue du Morvan, ça doit être aujourd'hui ou demain, ou en tout cas dans la semaine. Et donc faire des gros travaux, c'est intéressant en prix. Budgétairement, c'est plus compliqué parce qu'on est souvent sur plusieurs exercices. On aura peut-être d'ailleurs le même phénomène. On remet à peu près 800 000 € sur la voirie en fonction des travaux qu'on aura à réaliser et des aléas de chantier. Je pense à la rue de l'Arquebus, par exemple. Ça se passe bien pour l'instant, mais si jamais il y avait un décalage, il y aura un report du fait des travaux et pas forcément du fait d'une exécution sous-optimale. Donc ces restes à réaliser sont effectivement importants et s'expliquent très facilement en ce qui concerne la voirie. Et puis pour le reste, c'était des travaux, par exemple 100 000 € qui est toujours en report sur les grilles du lycée Bonaparte. J'espère que cette année on va les verser. Ça va améliorer notre solde d'exécution parce que ça fait quand même 5 ans qu'on les reporte. Donc ça on l'aura purgé, mais ça suppose que la région ait fini son travail et réinstallé les grilles et on versera le fonds de concours à ce moment-là. Il y avait 2 questions encore sur les dépenses d'imprévus. Adèle, peut-être. C'est ça. Et dans le budget, il y a c'est vraiment un budget tiré au plus juste. Il n'y a pas de marge de manœuvre.
Oui, alors donc je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc effectivement en M57, il n'y a plus de dépenses imprévues et on n'a pas surestimé certaines dépenses pour faire un petit matelas. Ce qui suppose, typiquement, si l'UCPA nous dit, nous il faudrait que vous repreniez un peu la piste VTT, que vous repreniez un peu des aménagements, que vous nous livriez le terrain comme ça, eh bien ça suppose qu'on fasse des budgets complémentaires. Mais effectivement, sur ce qui est prévu à l'heure actuelle, en toutes les données étant connues, c'est le budget qu'on a là. Et effectivement, il n'y a pas de dépenses imprévues. Voilà, vous posez une question sur l'électricité. Sur l'électricité, effectivement, il y a une grosse diminution par rapport au crédit ouvert l'an dernier. On avait 1,6 million de crédit ouvert l'an dernier. Pardon. On a dépensé autour de 1 million d'euros. Donc on a réajusté la prévision justement pour ne pas se créer des marges de manœuvre inutilement et puis quelque part grever des marges de manœuvre du budget. Voilà. Donc finalement on a un budget au plus juste, ce qui permet ensuite, tout à la fin finalement, aussi de minimiser l'emprunt. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et effectivement, sur l'énergie, l'an dernier on avait ouvert, ne connaissant pas l'évolution des coûts de l'énergie, voilà, donc on avait ouvert, donc en termes de prévision, c'était plus important, mais en termes d'exécution, on est à peu près sur l'exécution de l'an dernier, en sachant que on a des marchés qui sont annuels sur l'électricité qui sont moins forts. On avait quand même des sueurs froides l'an dernier très fortes, et on va continuer à regarder, notamment sur notre DSP avec Dalkia, comment on peut améliorer, puisqu'on est juste à la limite des 50% d'énergie renouvelable. Il faut absolument qu'on augmente notre taux d'énergie renouvelable, c'est-à-dire du bois, chaleur bois. Et comment on fait pour qu'on augmente notre taux d'énergie renouvelable tout en baissant la facture? C'est un gros boulot du service juridique, du service travaux probablement, du service finance aussi. Il y avait, je pense qu'on avait répondu... Il y avait une question autour du CCAS. Ah oui, alors... Il n'y a pas de CCAS à la ville. Le centre intercommunal d'action sociale, simplement la nature comptable que vous avez regardée, elle ne correspond plus entre M14 et M57. Pardon. Désormais, la M57, c'est les subventions aux associations. Voilà. Oui, donc c'est bien la M57. C'est ça qui a provoqué ce changement-là. Voilà. Et je vais dire ce que Monique voudrait dire, c'est que le CIS donc, est financé par la communauté de communes, et au budget que nous avons voté, on rabote un petit peu encore 70 000 euros. J'avais 50 000 en tête, mais 70 000 euros. Au niveau de la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui... Voilà, donc il y a des AC, les AC que nous versons en tant que ville pour le centre intercommunal d'action sociale sont inférieurs à la subvention actuelle. Mais c'est possible puisque les AC ne sont pas sont fixés, mais ensuite la collectivité décide et effectivement la ville verse plus en attribution de compensation à la communauté de communes que la communauté de communes elle-même ne reverse au centre intercommunal d'action sociale. Et cette année, dans le cadre du budget, vous arrachez encore plus les cheveux sur la communauté, bien plus les cheveux sur la communauté de communes que sur la ville. Dans le programme des différentes économies un peu drastiques qui ont été faites, il y a eu une légère diminution d'environ 8% du budget du centre intercommunal d'action sociale. Mais ça regarde la communauté de communes. Nous-mêmes, on a maintenu nos subventions globalement aux associations. Et ça ne veut pas dire que le service au niveau du CIS est en péril. Simplement, il y a des marges de manœuvre, et l'idée, c'est d'utiliser ces marges de manœuvre en réduisant la subvention de l'intercommunalité, mais la qualité du service sera la même que celle de l'exercice 2023. Voilà, bon, ça c'est important. En sachant qu'ils sont très très bons au CIS, parce qu'ils arrivent énormément à trouver de subventions. Il y a beaucoup de subventions de la CAF. Voilà. Mais ça, c'est un débat intercommunal qui ne nous regarde pas. Si, ça nous regarde aussi, mais c'est pas dans le cadre de ce budget primitif. Restez ici, Adèle, si vous le voulez bien. On va prendre les questions de Michael Guigeot. Michael Guigeot. Oui, monsieur. Oui. Attends. Micro. Sur les frais divers, là, qui augmentent de 50, les autres honoraires. Alors sur quelle ligne?
C'était... Notez. Alors, sur les frais d'études, on budgète des études sur Action Cœur de Ville 2, colloque, notamment sur tout ce qui va être l'aménagement du pôle gare. On a un budget d'études, on relance un budget d'études important. Ça fait, on a fait beaucoup d'études pour Action Cœur de Ville 1. Là, l'idée, ça va être les entrées de ville et le pôle gare qui vont susciter des études d'urbanisme importantes qui sont aussi soutenues par les cofinanceurs, la Caisse des dépôts notamment. Mais il y a un budget d'études important de ce côté-là. Après, il peut y avoir des augmentations sur les faciales, en tout cas. Autres frais divers. Mais parfois, il y a d'autres lignes qui ont été supprimées, qui ont été finalement regroupées au sein d'une même nature. Donc on a l'impression que ça augmente. Moi-même, j'ai eu l'impression que ça augmentait. Mais dans les faits, lorsqu'on décompose chaque nature qui existe aujourd'hui en M57, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence par rapport à la M14. Alors, je ne peux pas vous dire exactement à chaque fois ce qu'il y a dedans. Ma réponse elle est un peu basique, je suis désolé, mais c'est la demande des services pour avoir une qualité, encore une fois, identique à celle de l'exercice 2023. Néanmoins, il y a aussi cette caractéristique de l'M57 qui a supprimé certaines natures et qui les a regroupées avec d'autres. Voilà, mais je peux regarder, si vous voulez, en détail. Juste si on pouvait avoir à un moment, un petit peu, voir la mouture qui a été faite et le rassemblement des lignes, comme quand dans la ligne autres frais divers où on passe à 50, autres honoraires on passe à 5, on augmente également de 50. Sur les divers, on augmente de 100. Sur autres services extérieurs, on augmente de 80. Il y a également sur ce qui est catalogué et imprimé, où là on passe de 50 à 104. Voir les lignes. Je vous demande pas une réponse dans l'immédiat, si jamais. Mais on pourra les préparer, il n'y a pas de problème. Comment on peut les préparer, il n'y a pas de problème. problème. S'il vous plaît, juste qu'on voit la mouture qui a été faite dans on va répondre effectivement, le changement de nomenclature ne facilite pas la lecture. C'est pour ça qu'il y avait 12 jours de délai de convocation. Et sur les grandes masses, c'est lisible. Sur le détail, c'est l'État a changé la nomenclature et donc regroupe certaines choses ou crée de nouvelles lignes, empêche les dépenses imprévues. Maintenant, on va tous être en M57, mais c'est vrai que c'est un changement de nomenclature, de catégorie qui peut dans certains cas empêcher la comparaison ligne à ligne d'une année sur l'autre. Michaël Guigeot. Monsieur le maire, chers collègues, si vous me le permettez, en préambule de cette intervention sur nos finances, je souhaite parler un petit peu des crues qu'a connu Autun et l'ensemble du secteur, le Tournois-Morvan et bien d'autres territoires, avec la Roue, le Ternin, la Caron. Je veux d'abord dire ma solidarité aux habitants victimes de ce phénomène et vous demander un état de la situation sur le nombre de personnes touchées, d'habitations touchées à Autun. Les phénomènes météorologiques extrêmes vont s'accroître avec des conséquences importantes via le dérèglement climatique. Que pouvons-nous faire de plus pour essayer de mieux protéger nos administrés de ces risques qui vont s'accroître? Pour revenir aux finances, je voulais bien sûr remercier les services comme Frédéric Brochot l'a fait, et aussi saluer Agnès Henriot, à qui je pense on a affaire à son dernier budget coproduit avec Monsieur Carmousse. Donc je la salue pour toutes ces années d'investissement au service des deux collectivités. Que d'efforts pour nos services, pour nous permettre une situation financière saine dans un contexte délicat depuis plusieurs années. Crise sociale, crise sanitaire, crise inflationniste, crise énergétique. Pourtant, j'ai l'impression que nous ne sommes pas au bout de nos peines avec la contribution à venir des collectivités territoriales pour permettre aux finances publiques de l'État de retrouver du souffle. Un tour de vis de l'État sur les collectivités locales ne me paraît pas tenable ni légitime, car les finances des collectivités sont globalement bien gérées dans l'intérêt des services primordiaux pour tous, des investissements utiles à la modernisation des territoires, aussi très utiles aux entreprises pour obtenir des marchés, des chantiers. Notons pas ce cercle vertueux. Un budget, même celui de l'État, s'équilibre par une diminution des dépenses, mais pas que.
il y a aussi des recettes qui peuvent s'augmenter dans le cadre d'une nécessaire solidarité nationale. Je ne parle pas ici de taxer les contribuables modestes, mais de taxer davantage et de manière exceptionnelle les super-profits, comme par exemple la présidente de l'Assemblée nationale souhaite y réfléchir et bien d'autres partis politiques sur l'ensemble de l'échiquier national. Notre autonomie financière locale par la fiscalité s'est considérablement réduite tout au long des différentes réformes, nous rendant trop dépendants des dotations de l'État, d'où le risque pour l'année prochaine. Si les annonces de l'État sont rassurantes pour 2024, qu'en sera-t-il pour 2025 au regard de cette actualité financière stressante pour les finances publiques? Il faudra surveiller avec une grande attention cette préparation budgétaire 2025, à Autun comme ailleurs, tout en restant prudent sur l'exécution budgétaire de 2024 pour préserver notre bonne capacité d'autofinancement. Aussi, j'espère sincèrement que le niveau de service public dont les Authunois bénéficient ne sera pas affecté dans les années à venir, à l'heure où notre intercommunalité est en pleine réflexion de son futur pacte financier fiscal de solidarité et de croissance et de confiance. Ce budget 2024 de la ville d'Autun consacre des politiques essentielles pour nos services publics au niveau de la culture, du vivre ensemble, du sport, de la jeunesse, des familles, de nos aînés, de l'aménagement, du soutien au secteur associatif, sans trop augmenter les tarifs communaux et stabilisant les taux d'imposition. Pour être entièrement transparent aux contribuables, il faut signaler que ces contribuables, vont tout de même voir une augmentation de leur feuille d'impôt. En effet, les bases fiscales qui servent au calcul des impôts ont été revalorisées en fonction de l'inflation. Les propriétaires de notre commune, comme partout ailleurs, seront concernés. Le désendettement se poursuit à un rythme honorable. Nous pourrions cependant être plus performants avec des dépenses prévisionnelles d'investissement mieux déterminées au départ, afin de limiter encore davantage le recours à l'emprunt et accélérer notre désendettement. Je note quand même une volonté d'améliorer les choses. Autre sujet, nous allons sortir d'un contrat complexe, celui du partenariat public-privé au sujet de l'éclairage public, qui a eu le mérite de remettre à niveau cet éclairage dans notre ville. Où en sont les négociations pour la gestion à venir de ce réseau? Des marges de manœuvre financières me semblent atteignables pour la ville et sur le long terme, via le futur contrat, mais aussi en tenant compte des dernières évolutions technologiques et réglementaires. Les priorités à travers ce budget doivent se résumer à des services publics essentiels pour nos habitants, à permettre un accès démocratique à la culture, aux loisirs, au sport, à une belle qualité de vie, à préserver notre patrimoine. Ce sont nos atouts principaux à Autun pour assurer de nouvelles activités économiques, culturelles, touristiques, on l'a vu tout à l'heure, maintenir nos habitants et en attirer d'autres. Une partie de l'avenir de nos finances communales est aussi liée à notre démographie. Il faut donc continuer sans cesse à s'employer, à rendre notre territoire le plus attractif possible. Là, ce sont nos efforts, l'image que nous donnons, notre capacité à travailler ensemble qui sont les clés de la réussite. C'est dans cet esprit que je voterai favorablement ce budget 2024. Merci beaucoup. Alors, sur les inondations, pour lesquelles nous avons demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, pour les premières dans le schéma classique, pour les deuxièmes dans le schéma accéléré, puisque l'État a mis en place une procédure accélérée de déclaration et nous attendons donc avec confiance la reconnaissance pour l'une ou au moins l'une, voire les deux, a priori, les deux c'est bien parti, de reconnaissance de catastrophe naturelle. Alors, il y a plusieurs conséquences qui seront à tirer. Il y a une réunion avec le préfet cette semaine sur notamment la prévention du risque inondation. De la même manière qu'en feu de forêt, on était jusqu'à il y a 2 ou 3 ans en posture classique, on est passé au niveau départemental avec le SDIS, avec le préfet, en commission feu de forêt où il y aura des moyens prépositionnés. Le département a investi fortement sur des camions importants et de la même manière, j'ai demandé en tout cas que nous passions en plan de prévention du risque inondation sur la roue pour renforcer ce que nous avons aujourd'hui, qui est un atlas des zones inondables qui est relativement imparfait. Nous avons transmis d'ailleurs à l'Adréal l'ensemble des photos aériennes prises par drone ou par l'aéroclub de l'étendue des inondations.
pour bien reclasser les différentes parcelles. Certaines habitations touchées étaient déjà en zone inondable, d'autres non, et il va falloir que l'on reprenne cela dans notre PLUI. Et d'autre part, le plan de prévention des risques inondations impose de mettre à jour, on était en train de le finaliser, on va le relire pour pouvoir le présenter très vite, notre plan communal de sauvegarde et de sécurité, et puis également de mettre à contribution, et j'espère qu'on pourra tous s'y employer, la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Aujourd'hui, cette compétence est intercommunale. D'ailleurs, il y a une petite taxe dans notre intercommunalité, la taxe GEMAPI que vous voyez sur vos feuilles d'impôt, qui finance cela. Et donc, j'ai demandé en tout cas qu'un certain nombre d'études hydrauliques puissent être réalisées pour certains bassins versants où il est peut-être possible d'améliorer l'écoulement, à voir en tout cas, parce que face à des événements aussi imprévisibles et aussi forts, il y a parfois peu de choses à faire. Il ne faut pas faire croire que par des plans d'action ou des investissements ou des reprises, on aurait pu éviter et endiguer, c'est le cas de le dire, une telle montée des eaux. Alors, et donc il y aura là des discussions budgétaires. Aujourd'hui, le budget GEMAPI rembourse l'arasement du barrage de Saint-Andoche, principalement, et de la vieille piscine. Or, on a vu que c'était des secteurs au niveau de la Roue qui pouvaient être néanmoins facilement inondés, même si on imagine que l'écoulement est facilité par la suppression de ces seuils. Donc ça, on aura cette discussion, j'espère, en communauté de communes pour mobiliser et peut-être de nouveau réemprunter sur ce budget GEMAPI. Sur le désendettement de 1,6 million que tu qualifies d'honorable, moi je dirais remarquable quand même, parce que sans jeter des fleurs au service finance et à l'ensemble des élus qui ont contribué, et ça n'a pas été facile, l'ensemble des services ensuite synthétisés par Véronique Paco, 1,6 million de désendettement. Le rythme est plus qu'honorable. Le rythme était amorcé, on avait stabilisé, on a un peu diminué l'an dernier, mais sur 2 ans, ça fera plus de 2 millions de désendettement, ce qui est extrêmement important en euros net, alors que l'inflation sur 2 ans a fait plus de 10%. Donc nous, on fait 10% de désendettement et l'inflation fait 10%. Donc facialement, on n'est pas loin de 15-20% de désendettement, ce qui est quand même important, ce qui nous permet, d'ailleurs, dans une période effectivement où les taux remontent, de moins emprunter, et également dans une période où nous pourrions être appelés à contribution, si c'est le cas, de pouvoir envisager assez sereinement l'avenir. Même si moi je pense qu'il y a quand même un certain nombre de pistes de recettes qui sont inexploitées. Je suis assez frustré de la taxe, par exemple, sur les friches commerciales, où finalement assez peu de commerces vacants la payent, puisqu'il suffit de mettre en location pour ne pas la payer. Et donc là, il y a peut-être, j'ai fait des propositions en ce sens à Bruno Le Maire, pour qu'on puisse rendre cette taxe sur les friches commerciales une vraie taxe sur les locaux commerciaux vacants, et pas simplement une taxe sur les propriétaires qui se moquent un peu du monde en ne faisant rien. Ça a permis de faire bouger, mais on pourrait avoir plus de rendement sur ces taxes. Je pense qu'il faut aussi pouvoir permettre aux communes de reprendre un peu de leviers fiscaux sur certaines actions et pouvoir voter des taux. Pourquoi, dans notre cas, on ne peut pas voter, je ne dis pas qu'on le ferait, mais pourquoi on a l'interdiction de voter, par exemple, certaines taxes sur les résidences secondaires, alors que d'autres communes ont le droit. À partir du moment où on crée des possibilités de retrouver des leviers fiscaux, il faudrait les donner à toutes les communes, et puis ensuite on en débat. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Pareil, de la même manière, il y a des dégrèvements pour certains contribuables, notamment sur le logement social. C'est peut-être aussi à revoir. Le contrat de ville prolonge ces dégrèvements, mais il y a aussi à regarder finalement le service rendu en face, et je pense qu'il y a des moyens, et en tout cas si nous devons, les collectivités, être mis à contribution, il faut dans le même temps qu'on puisse retrouver des leviers fiscaux, parce que sinon je partage ce que tu as dit, certaines communes, je crois pas la nôtre, mais certaines communes qui n'ont pas de marge de manœuvre, aucune marge de manœuvre, se retrouvent en difficulté. Nous, on a un peu de marge de manœuvre. Je vous proposerai tout à l'heure de voter la prime Macron, la prime pour les agents,
que nous pouvons nous permettre dans une certaine mesure parce que nous avons cette marge de manœuvre, mais certaines collectivités se retrouveraient en difficulté. Et c'est là l'injustice aussi du système français, c'est que des collectivités ont des charges très importantes, c'est notre cas. Des collectivités ont, à l'inverse, parfois des niveaux d'imposition ridiculement bas, parfois les deux, parfois l'un des deux, et il y a une vraie inégalité. Et ce travail, je l'espère, sur la dotation globale de fonctionnement, avec des dotations de centralité, les discussions sur dotation de ruralité et dotation de centralité pourraient permettre de mieux prendre en compte et de réactualiser cette dotation qui est aujourd'hui obsolète, avec des communes qui thésaurisent quand d'autres gèrent au cordeau et quand d'autres, au contraire, sont en grande difficulté. On est plutôt dans la catégorie du milieu. Adèle, vous vouliez rajouter un mot ? Par rapport aux dépenses et aux recettes, il y a un point important à souligner. Si on regarde le budget de l'an dernier, on avait donc, pour mémoire, 16 millions, à peu près 400 000 euros, j'arrondis à 16 000 euros au-dessus, hein. Donc 16 millions 4 de dépenses réelles. Aujourd'hui, on a prévu 15 millions 9. Et dans ces 15 millions 9, il y a 488 000 euros d'OPH RU, alors que l'an dernier, on était sur 132 000 euros. Donc on met plus 370 000 euros d'OPH RU et on termine avec 400 000 euros de charges en moins en réel. Et ce n'est pas la dette qui l'explique, puisque la dette, on a 400 000 euros au budget précédent, en charge financière, donc remboursement d'intérêts, et cette année, on a 395 000 euros. Donc on a vraiment fait des efforts sur la gestion du quotidien, et ces efforts, on les poursuivra sur cet exercice. Vous parliez tout à l'heure également de prévision des investissements. Au niveau de la prévision des investissements, il y a également des efforts qui sont faits au quotidien. Alors on ne peut pas forcément avoir un PPI et ce PPI le suivre strictement à la lettre. Le PPI, il donne un horizon, un objectif, une certaine tendance, mais ensuite les services, Céline au premier plan, est confrontée à la réalité du terrain. Il y a des entreprises qui ne sont pas forcément disponibles. Donc dès lors que l'entreprise nous dit on n'est pas disponible tout de suite, on passe sur une autre action en prioritaire et finalement ça fait bouger les lignes du PPI en permanence. L'idée, c'est de suivre le cap et réussir financièrement, finalement, à tenir ce cap. Voilà, en maintenant la situation financière à un niveau... Absolument. Alors, une des raisons, et puis j'en viens à la question du PPP, une des raisons qui ont permis de faire des économies, et je le regardais avec Adèle, on a renégocié absolument toutes les délégations de services publics de la ville. Vous avez voté tout à l'heure l'avenant à la délégation de services publics sur l'assainissement, dans lequel on a revu précisément ce qui relève de l'assainissement, ce qui relève des eaux pluviales. On a revu la DSP sur la Fourrière, où là aussi, on a quelque chose d'un peu plus intéressant avec un service rendu de proximité. Bon, même s'il faudra qu'on regarde chaque année si le service rendu est bon. On a passé une DSP sur l'affichage commercial, les panneaux sucettes, les panneaux d'affichage. On a revu voilà, l'ensemble des DSP, j'en oublie probablement, le centre équestre, on l'a résilié, maintenant on est avec l'État. Donc tous les contrats structurants ont été revus, renégociés. Et sur le PPP, qui était effectivement un contrat qu'on ne pouvait pas renégocier, dont on doit attendre le terme, ce terme arrive à la fin d'année, il est nécessairement cher, parce qu'effectivement, il permet, dans un premier temps, dès la première année, de renouveler l'ensemble du parc, mais il oblige à payer la marge de l'entreprise et, en plus, de supporter le remboursement du capital d'emprunt contracté par l'entreprise, puisque, en fait, l'entreprise s'est endettée à la place de la commune et qu'on le rembourse jusqu'à la fin. Donc, l'arrêt du PPP, à moins de repartir sur un autre PPP, génère évidemment des économies. Nous travaillons avec le CIDEL et les travaux avancent bien pour donc leur confier, dans le cadre de leur nouveau marché sur le quart nord-ouest du département, Autun sera dedans. Et donc, le prix sorti par le CIDEL est nécessairement plus avantageux parce qu'il y a moins de coûts de structure et il n'y a pas de coûts de capital. Alors ensuite, ce qu'on regarde actuellement, et il faudra qu'on en débatte peut-être en cours d'année, peut-être l'an prochain, c'est comment on fait des économies, Frédéric Brochot en parlait tout à l'heure, sur l'électricité, sur l'éclairage public.
puisqu'il y a une manière de faire des économies sur l'éclairage public, c'est de le gérer plus finement, avec un prestataire et via un syndicat d'énergie plutôt qu'en partenariat public-privé. Ça, c'est une source d'économie assez évidente. Puis il y a une deuxième source d'économie, c'est de passer en LED notre parc. Et donc, l'étude que nous menons actuellement avec le CIDEL cherche à quantifier sur notre parc le rythme possible du passage en LED. Et ensuite, ce sera à nous de voir comment nous souhaitons et à quel rythme nous souhaitons le faire. En gros, c'est très simple. On peut le faire dès la première année, sur 1 an ou sur 2 ans. Et là, on emprunte massivement, peut-être sur un budget annexe, peut-être avec des emprunts verts, mais on emprunte massivement pour renouveler l'ensemble du parc. Et on a des économies dès la première année sur le fonctionnement. Ou bien on décide de rembourser, d'emprunter au fil de l'eau, de renouveler le parc au fil de l'eau. Et à ce moment-là, on a des économies qui sont plus tardives, mais on s'endette moins. Bon. Ça va dépendre aussi des questions de fonds verts. Donc là, on attend ce que l'État va dire sur le fonds vert. Ça va dépendre aussi des capacités de la Caisse des dépôts à faire ce qui s'appelle l'intracting, c'est-à-dire qu'ils financent, ils préfinancent, eux, le passage en LED. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses et puis des discussions qu'on aura sur voilà, s'il faut 500 000 euros pour changer tout le parc en LED et qu'on fait 400 000 euros d'économie dès la première année, c'est assez vite vu. S'il faut 6 millions et qu'on fait 100 000 euros d'économie par an, il faudra qu'on en débatte plus précisément. Donc ça, l'étude, elle est sur ce point-là. Dans l'étude, il y a aussi, comme nous y étions engagés avec le PPP, une question de valorisation patrimoniale sur l'éclairage patrimonial. Qu'est-ce qu'on éclaire? Comment on l'éclaire? En lien avec la charte ciel étoilé, il y a la question des potentiellement nouveaux éclairages patrimoniaux. Vous avez vu, j'ai oublié d'en parler, mais c'est dans une autre ligne, 250 000 euros cette année pour le boulevard Loraux, sur la rénovation du boulevard Loraux, avant de faire la couche de roulement et l'aménagement. Dans cette réflexion boulevard Loraux, on en est au tout début. On n'a même pas encore consulté les habitants. On va probablement le faire très vite. Enfin, on va le faire très vite. Il y a la question de est-ce qu'on met en lumière ce boulevard, comment ou pas. Donc, il y a un certain nombre de questions sur ce sujet qui seront après des arbitrages effectivement en termes de coûts versus coût immédiat versus économie de plus long terme. Donc voilà, mais les discussions avancent bien, l'étude est prise et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre budget d'études, c'est une étude importante puisque rien que l'étude que nous facture le CIDEL sur notre réseau d'éclairage, c'est 50 000 euros, ça fait partie des budgets d'études importants, plus l'étude sur le boulevard Loraux, c'est 30 000 euros. Donc on a déjà un gros morceau aussi sur cette fonction qu'on avait un peu oubliée parce que le PPP était là, était structurant. On payait cher, mais on s'en occupait peu. Et maintenant, on va essayer de payer un peu moins cher, mais ça suppose qu'on pilote ça un peu plus finement avec le CIDEL et que chaque année, on arbitre nos budgets d'investissement. Aujourd'hui, on avait, j'en termine par là, des budgets d'investissement qui étaient préfléchés chaque année avec des bordereaux de prix supérieurs au prix du marché. Donc on achetait plus cher avec notre PPP que si on avait acheté sur le marché libre. Ça faisait partie des coûts du PPP. Bon, demain, on achètera nous-mêmes ou via le CIDEL, donc à un meilleur coût, mais on devra aussi arbitrer chaque année ce qu'on achète ou pas, et en fonction des économies générées. Véronique, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je vais pas. Je vais rajouter peu de choses. En fait, simplement, je vous remercie déjà de vos réflexions et commentaires les uns et les autres, et simplement vous dire que nous avons un programme ambitieux d'investissement, et c'est surtout ça que l'intérêt pour notre ville, puisque comme vous le disiez, c'est le travail pour les entreprises, ce sont les chantiers, c'est l'emploi local, et là vraiment, on est assez fiers de pouvoir et diminuer la dette d'un côté et maintenir notre niveau d'investissement avec une certaine ambition. Et c'est aussi un appel aux entreprises locales, puisque sur l'ancien hôpital et sur les urgences, ce sont des entreprises, on va dire, extérieures au territoire. On a publié le marché de cette année pour le panoptique. Je sais que des entreprises locales se positionnent. Il faudrait que le maximum d'entreprises se positionnent parce que
on fait ça bien financé, mais aussi pour les entreprises locales. Et moi, je ne suis pas à la commission d'appel d'offres, donc je laisserai évidemment la commission trancher, mais j'espère qu'à l'issue seront retenues des entreprises au maximum locales qui fassent revenir ces dépenses importantes sur le territoire, évidemment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions? Michael Guigeot avec le micro. Juste sur le mot honorable, pour terminer correctement. Ça vient de honorabilis, digne d'être honoré en latin. Donc ne sous-estimez pas le mot honorable. Très bien. Non, parfois, venant de quelqu'un qui est habitué à noter des copies, quand il y a honorable, parfois on peut le prendre moyennement. Mais si je prends honorable au sens premier latin, ça me va bien, ça nous va bien. Merci au service. C'est effectivement un budget particulier. On en dira un mot. Non seulement c'était un budget en M57, mais c'était aussi le dernier budget d'Agnès Henriot. Je vous propose une petite surprise. Après avoir soumis... du coup, c'est plus une surprise. Mais elle ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être pas pour Agnès Henriot, d'ailleurs, c'est peut-être pour Adèle. Après l'examen de cette délibération, sur l'approbation du budget primitif et des budgets annexes, notamment archéologiques, vous savez pourquoi on a un budget archéologique maintenant, pour permettre d'être dans le champ concurrentiel. Y a-t-il des oppositions? Oui, Frédéric Brochot. Oui, pour expliquer vite fait le vote, voilà, je le rappelle, 1 million d'euros empruntés. On sait qu'on est dans une période de taux élevés, ce qui un peu préfigure, c'est peut-être quand même des taux qui risquent non, à espérer, qui vont baisser. Certainement, je pense que pour cette année, il aurait peut-être fallu jouer un peu plus quand même à éviter d'emprunter. De plus, sur ce qui est, comme je le disais, les différentes lignes qui restent un peu sans explication, 300 000 euros supplémentaires sur les 800 000 à peu près dans les dépenses de fonctionnement. Donc, pour nous, ça sera un vote contre le budget. On apportera les réponses par écrit. Et puis, si on peut se désendetter de 2,6 millions, ce qui est énorme, on le fera. C'est l'ouverture des crédits, c'est pas l'emprunt. Mais je crois que 1,6 million de désendettement, c'est déjà pas mal. J'ai cru que Patapin avait mis des affiches qu'ils ont installées hier en centre-ville exprès pour le conseil municipal. Il y avait Patapin arrive à Autun pour ceux qui voient le verre à moitié plein. Bon, c'est normal que face à... il y en a qui voient à moitié plein, à moitié vide. Bon, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que le vote du budget, c'est toujours aussi de quel côté on considère les choses. Mais on partage de toute façon cette volonté de se désendetter. On va le faire très fortement, si on peut le faire encore plus fortement, tout en maintenant des investissements. Évidemment, ça va être le job d'Adèle qui va être tout seul à partir de la semaine prochaine pour mener la barque qui a été transmise de main de maître par Agnès Henriot. Merci pour ces interventions. Je propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des oppositions? Donc, 4 avec les pouvoirs. Y a-t-il des abstentions? Merci pour cette approbation. Et donc... Voilà, on avait préparé la petite surprise pour Agnès Henriot. Je pense qu'on peut applaudir pour sa brillante carrière. Alors nous, avec Jean-Louis Guillot, mon conseiller délégué aux finances, on a juste aussi fait
Un petit clin d'œil, parce que lorsque nous sommes arrivés tous les deux, on vous a passé une commande et on vous a dit, en fait, Madame Henriot, on veut absolument faire de la prospective, donc on vous a passé commande, vous nous avez fait de merveilleux tableaux Excel qui nous sont fort utiles. Donc je pense qu'il était bien à un moment donné qu'on immortalise la réalisation, le premier, hein, et puis... Voilà. Exactement. Et en plus, voilà, on a mis juste quelques petites bulles, voilà, quelques petites machines à calculer, avec des petits messages, parce qu'on les utilisait quand même assez souvent. Voilà. Donc, voilà, bon temps libre à vous pour les années à venir. Merci beaucoup à l'adjointe et au conseiller délégué. Juste pour dire, donc c'est le tableau Excel du budget 2022 qui sera de toute beauté dans votre hall d'entrée en souvenir de votre temps passé à la ville et à la communauté de communes et au CIAS. Bon, bah, écoutez, merci à tous. Hein. Ça fait 9 ans que je travaille pour la ville, 21 ans que je suis à l'Interco, puisque je suis arrivée dès l'entrée, la création du service finance à l'Interco. Ça a été toujours très enrichissant, parce que l'Interco, il n'y a eu que des fusions, que des montées en puissance. Donc ça a été très bien. J'ai beaucoup aimé la mutualisation, parce que c'était très enrichissant de voir les deux côtés et de ne pas attendre que le collègue donne les éléments. J'avais qu'à me servir. Ça, j'aime bien. Et sinon, bah, de toute façon, je laisse dans de bonnes mains le service. Je tiens quand même à mettre en avant notre service finance, qui est un service compétent, professionnel et assidu, car il y a très peu d'absentéisme. Et comme je dis toujours à Adèle, tu as un service où les fondations sont solides. Maintenant, à toi de les faire évoluer comme tu le souhaites. Merci à tous. Vous l'aurez compris, le service des finances doit forcément d'être rigoureux. Sinon... Et on voit qu'ils voient qu'un sou est un sou, parce qu'ils sont très peu absents, parce qu'ils savent que c'est important pour la collectivité d'être productif. Et effectivement, ils le sont. Et ce passage en M57, ces différentes fusions, la création des budgets annexes, c'est du travail important, la sortie du PPP, enfin tout ce qu'on a dit, le rachat de la gendarmerie, ça a été au-delà de ce qu'on attendait, et puis effectivement avec brio pour la ville, la communauté de communes et le CIAS Charmonique, puisqu'il gère aussi avec une grande expertise le CIAS. Alors je vous propose du coup il y a 4 budgets à signer et de passer au 7.2, l'approbation des taux des taxes directes locales. Merci Véronique. Oui, donc considérant le Code général des impôts, vu le Code général des impôts, vu le débat d'orientation budgétaire que nous avons tenu le 28 février 2024, considérant que la proposition du budget primitif 2024 proposée au cours de cette séance a été élaborée à taux d'imposition constant, il est proposé au Conseil municipal de maintenir les taux d'imposition en 2024 par rapport à 2023 et de les fixer comme suit. Donc le taux 2024 de la taxe d'habitation sera de 17,75%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 46,32%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 58,15%. Et donc article 2, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Merci beaucoup. Donc, stabilité pure et parfaite pour ces taux d'imposition. Sur la question des taux, y a-t-il des questions? Frédéric Brochot. Sabotage. Non, non juste une remarque par rapport aux taux.
on va bien sûr voter pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. Malheureusement, ce que nos concitoyens voient, c'est la ligne en bas. Et qu'est-ce qu'ils vont remarquer? C'est de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est qu'il y avait eu une augmentation. On reprend encore 3%. 7 l'année dernière et 3,09 même, si je me souviens bien de tête. Et on revient bien sûr à la collectivité. Mais une ville comme Autun, et sur ce sujet-là, on est d'accord aussi, on a un taux d'imposition qui est très élevé. Et bien sûr, il est logique de ne pas augmenter l'imposition à Autun. Et comme je l'avais peut-être proposé un petit peu sur le ton de la blague il y a un an en arrière, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir regarder quand même pour une éventuelle baisse du fait que ça augmente ailleurs, automatiquement ça augmente aussi pour nos concitoyens. Je pense qu'il va falloir étudier une baisse de l'imposition ou alors un autre modèle sur la ville. Merci. Je pense que la grande particularité de ces dernières années, et maintenant on vote le taux de la taxe d'habitation, mais c'est qu'on n'a plus du tout ce levier-là. Et qu'au final, on n'a plus qu'un seul levier fiscal. Avant, on pouvait jouer sur la taxe d'habitation, on pouvait jouer sur... Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué et seule une minorité des habitants payent des impôts locaux. Et donc, ce lien entre ce qu'on fait, les travaux, le service rendu et le fait de cotiser au niveau de la commune est un peu rompu. Donc, je sais qu'il y a des réflexions en ce sens. Et puis, on les suit de très près avec Adèle, avec ce qui se passe au comité des finances locales. On a des communes qui avaient baissé la taxe d'habitation avant qu'elle soit gelée, ont été peu compensées. Et donc, elles ont essayé de baisser les impôts. Et puis, au final, cet impôt a disparu. Il y a des questions qui se posent là-dessus. Aujourd'hui, on travaille avec la commission consultative des impositions directes. Je sais que Alain y était, Éric Marchand, Didier Devoucou. Il faut qu'on puisse regarder aussi l'indexation. Il y a des gens qui sont surindexés, enfin il y a des gens qui sont surclassés, il y a des gens qui sont sous-classés. Il y a un travail de justice fiscale à faire pour que chacun le paye le même impôt. On le fait avec la DDFIP. C'est du travail de dentelle, hein. Travail très lourd, mais pour faire en sorte que, on ait déjà des impôts justes. Et puis effectivement, après, c'est un arbitrage à faire. Néanmoins, je regardais le journal de Saône-et-Loire publie chaque année et cette année sur des séries historiques de 6 ou 7 ans en arrière les évolutions des impôts. La ville d'Autun est une des seules communes de Saône-et-Loire maintenant à ne pas avoir augmenté ces dernières années, avoir baissé un tout petit peu en 2018, mais à ne pas avoir augmenté. C'est déjà un défi, effectivement, tout le monde souhaiterait qu'on ait évidemment moins d'impôts, mais c'est un gros défi. Et alors, Adèle va nous sortir, il a un plan, Adèle, puisqu'on parle juste... On a eu la commission allez-y, et puis après je dirai autre chose. Communale des impôts directs vendredi. Faut savoir qu'il y a énormément de bases, parce que je poursuis en votre sens, et c'est tout normal, hein, parce que je dirais la première recherche, avant de taxer les gens, c'est d'avoir et de rechercher l'équité fiscale. C'est-à-dire que chacun paye ce qu'il doit. Et aujourd'hui, sur le territoire de la commune, il faut savoir qu'il y a énormément de logements, ça se compte en centaines, où, par exemple, il n'y a pas le chauffage dans l'imposition. Alors on peut dire, c'est pas grand-chose. Dans l'imposition, ouais, là, voilà. Le chauffage n'est pas déclaré. Donc finalement, ça nous apporte des bases en moins, et donc un produit fiscal qui est inférieur. Et aujourd'hui, sur ces centaines de logements, la DDFIP a reçu le rapport il y a 4 ans. On a corrigé 200. Il en reste le triple, pour mettre un chiffre, sur beaucoup. Donc il en reste 600. Et les 600 nous ont dit, cette année on ne pourra pas, on verra peut-être l'année prochaine. Voilà. Et ça fait des années que ça dure. Donc il y a un travail... Oui. Mais si vous corrigez... Eh bien, il faut corriger aussi dans l'autre sens. Il faut faire baisser aussi pour ceux qui sont... Justement, on essaye de corriger au plus juste. Voilà,
c'est-à-dire que chacun soit dans la bonne catégorie, parce que l'imposition, c'est à la fois des éléments de confort, c'est aussi parfois juste de l'esthétisme. On va avoir un coefficient d'entretien de la maison. On peut avoir des coefficients qui sont très très bons à un instant T, et 10-15 ans après, c'est plus bon. Donc il y a eu le géomètre, justement, qui est sur Autun, qui est parti visiter pour un propriétaire qui a énormément de biens et qui a revu tous les logements de ce propriétaire. Et donc on a pu le voir vendredi. Il y a une réduction de tous les coefficients de ces logements-là, de ce propriétaire. Donc ça marche bien dans les deux sens. Par contre, à chaque fois, c'est vraiment au goutte à goutte. Il y a une vraie question d'équité fiscale. On travaille avec la DDFIP. Maintenant, ils ont un service en plus. Merci Adèle. À Autun. Et puis, je pensais qu'il allait parler de ces projets qui sont, à mon avis, importants et qui sont une manière, je pense, de pouvoir aussi retrouver de l'équité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le pacte financier et fiscal de solidarité. Aujourd'hui, et Adèle l'a montré dans les différentes réunions de la communauté de communes, on a des communes centres, Épinac, Autun, Couches, un peu Hanau, Étang aussi beaucoup, qui n'ont pas compensé leur charge de centralité avec l'intercommunalité et qui, 21 ans après la création de l'intercommunalité, n'ont pas, j'allais dire, complètement bénéficié d'une intégration fiscale optimale. Et donc, là, il y a des réflexions dans notre prochain pacte de revoir complètement notre architecture intercommunale, puisque la communauté de communes doit dégager des moyens, et ça ne doit pas se faire au détriment des communes qui sont déjà finalement débitrices ou qui financent des équipements pour des contribuables beaucoup plus larges. Et donc il y aura un travail à faire, et je suis persuadé que si on le mène intelligemment, là on va pouvoir retrouver des marges de manœuvre et rééquilibrer, parce qu'en fait quand on dit qu'on a une imposition haute, c'est toujours relatif. Par rapport à qui? Et c'est sûr que quand on regarde la moyenne d'imposition de la communauté de communes, effectivement, on est très haut. Quand on regarde par rapport au Creusot, à Châlons ou à Monceau, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées, et nous, on n'a pas augmenté. Mais je pense qu'il y a une possibilité de travailler au niveau intercommunal pour, si ce n'est arriver à une uniformité, au moins une certaine convergence, et que aujourd'hui puissent se remettre à niveau. Et dans ce cadre-là, la ville d'Autun ne doit qu'être bénéficiaire, parce qu'aujourd'hui, on paye, nos impôts servent aussi à financer des équipements, des routes, des installations qui bénéficient au-delà de la communauté, au-delà de la ville et parfois d'ailleurs au-delà de la communauté. Voilà. Je prends des exemples récents y compris en fonctionnement, sur la patinoire ou autre, on a accueilli des gens d'assez loin. Donc ce travail-là, il doit se faire effectivement à la fois au vu de l'actualité législative et éventuellement budgétaire nationale, et dans le cadre d'une renégociation intercommunale. Et je pense que on sera du même avis que dans ce nouveau pacte fiscal et financier de solidarité qu'on doit voter cette année, puisqu'on l'a repoussé d'1 an. Donc c'est cette année que ça se passe. Normalement, c'était 2023. On s'est laissé à rééquilibrer, à mutualiser, à un peu lisser les différences de taux qui, effectivement, laissent penser et montrent qu'il y a des différences, des divergences qui sont élevées au sein de l'Interco. Donc c'est à mon avis un levier intéressant pour cette année sur lequel il faudra qu'on se penche et qu'en tant qu'élu de la ville d'Autun, on puisse aussi dire que voilà, il y a des villes qui payent beaucoup et d'autres communes qui contribuent beaucoup moins, et qu'on peut peut-être rééquilibrer un petit peu, ce qui nous permettrait de baisser un peu, tout en mettant en conformité nos bases fiscales avec la réalité du terrain, et ça c'est un gros boulot aussi. Je vous propose de passer au point 7.3, reprise anticipée des résultats. Ah oui, on n'a pas fait voter. Ah pardon. Donc je vous propose de voter le point 7.2. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité pour ce que j'ai lu dans la presse, dans d'autres communes, hyperstabilité, mais je pense qu'on est dans la catégorie des hyperstabilités, parce qu'effectivement, on n'a pas touché depuis très longtemps. Depuis 2018, où on avait baissé. Donc on n'a pas, on est à un niveau où effectivement, et en même temps on baisse la dette.
Alors, 7.3, reprise anticipée des résultats de l'exercice 2023. Jean-Louis Guillon. Merci, monsieur le maire. Vu le compte de gestion définitif établi par le comptable et le tableau des résultats de l'exécution visé par le comptable, il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2023 dès le vote du budget primitif 2024 dans les conditions suivantes. Budget principal, excédent de clôture de la section de fonctionnement, 7 352 400 € et 7 centimes. Excédent de clôture de la section d'investissement, 2 391 220 € et 3 centimes. Il est proposé de reprendre les résultats 2023 dans les conditions suivantes. Reprise du solde d'exécution de la section d'investissement compte R001 faisant l'objet d'un simple report en section d'investissement pour 2 391 220 € et 3 centimes. Et report de l'excédent de fonctionnement 2023 en section de fonctionnement compte R002 pour 7 352 400 € et 7 centimes. Budget annexe des EPDR, excédent de clôture de la section de fonctionnement, 753 723 € et 64 centimes. Excédent de clôture de la section d'investissement, 1 104 961 € et 79 centimes. Il est proposé de reprendre les résultats 2023 dans les conditions suivantes. Reprise du solde d'exécution excédentaire de la section d'investissement compte 001 faisant l'objet d'un simple report en section d'investissement pour 1 104 961 € et 79 centimes. Report de l'excédent de fonctionnement 2023 compte R002 en section de fonctionnement pour 753 723 € et 64 centimes. Budget annexe de l'assainissement, excédent de clôture de la section de fonctionnement 384 034 € et 14 centimes. Excédent de clôture de la section d'investissement 3 317 € et 64 centimes. Le budget fait état de reste à réaliser en investissement reporté en 2024 à hauteur de 250 381 € et 88 centimes en dépenses et 50 265 € en recettes. Le solde des restes à réaliser reporté en 2024 s'établit donc à moins 250 116 € et 88 centimes. L'excédent d'investissement ne permettant pas d'absorber le solde des restes à réaliser, il est proposé de reprendre les résultats 2023 dans les conditions suivantes. Reprise du solde d'exécution excédentaire de la section d'investissement, compte 001, faisant l'objet d'un simple report en section d'investissement pour 3 317 € et 64 centimes. Couverture du solde des restes à réaliser net de l'excédent d'investissement pour 200 799 € et 24 centimes, égale 204 116 € 88 centimes, moins 3 317 € 64 centimes d'excédent de fonctionnement capitalisé, compte 1068. Reprise du solde des excédents de fonctionnement après couverture du déficit des restes à réaliser reporté pour 183 234 € 90 centimes, compte R002. Budget annexe du service archéologie, excédent de clôture de la section de fonctionnement 180 739 € et 43 centimes. Déficit de clôture de la section d'investissement 1251 € 64 centimes. Il est proposé de reprendre les résultats 2023 dans les conditions suivantes. Reprise du déficit d'investissement 2023 faisant l'objet d'un simple report en section d'investissement, compte D001 pour 1251 € et 64 centimes. Couverture stricte du déficit de la section d'investissement, 1251 € 64 centimes par les excédents de fonctionnement capitalisés, compte 1068. Enfin, reprise du solde des excédents de fonctionnement après couverture du déficit d'investissement reporté pour 181 287 € 79 centimes, compte R002. Merci. Merci beaucoup. Sur ces reprises anticipées, y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions illimitées? Je vous remercie. Maintien de salaire Alain Dichand pour le rapport 8.1. Et on excuse Sophie Renaud qui est souffrante ce soir, DRH mutualisé. Alain, vas-y. Merci, monsieur le maire. Donc, la réforme de la protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale introduit une obligation pour les employeurs publics territoriaux à mettre en œuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025. Le contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire devra prévoir un niveau minimum de garantie couvrant tous les agents pour les risques incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90%
de la rémunération annuelle. La participation des employeurs publics territoriaux sera fixée au minimum à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents au titre du régime de base, adhésion obligatoire. L'accord collectif national du 11 juillet 2023 renforce également les obligations des employeurs publics territoriaux en matière de dialogue social en instituant la mise en œuvre d'un comité paritaire de pilotage et de suivi pour chaque accord collectif conclu. Les dispositions de cet accord collectif national doivent faire l'objet, dans les mois à venir, des transpositions législatives et réglementaires. Au regard du contexte juridique et technique, compte tenu de la complexité de l'expertise imposée par ce type de dossier, et afin de répondre à l'ensemble de ces enjeux, le Centre de gestion de Saône-et-Loire a décidé d'engager un marché départemental afin d'être en mesure de proposer à l'ensemble des employeurs publics du département et à leurs agents une offre pointue et adaptée aux différentes problématiques rencontrées en matière de prévoyance, à compter du 1er janvier 2025. Le Centre de gestion de Saône-et-Loire pilotera l'ensemble du processus, tant ce qui concerne le dialogue social et l'animation de l'instance paritaire départementale que la définition des garanties. Alors, il est proposé au conseil municipal de donner mandat au centre de gestion de Saône-et-Loire pour l'organisation, la conduite, l'animation du dialogue social au niveau départemental en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023. De donner mandat au centre de gestion de Saône-et-Loire pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion d'une convention de participation pour la couverture des risques prévoyance. D'autoriser Monsieur le maire ou l'un des adjoints ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce rapport. Y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions illimitées? Je vous remercie. Et le même rapport, quasiment, mais cette fois avec le risque santé. Alain. Voilà. Alors je vais être encore plus concis, puisque c'est le même rapport, mais pour la santé, comme vous l'avez dit, monsieur le maire. Donc je vais simplement proposer au conseil municipal de donner mandat au centre de gestion de Saône-et-Loire pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau départemental, de donner mandat au centre de gestion de Saône-et-Loire pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion d'une convention de participation pour la couverture de risques santé, d'autoriser monsieur le maire ou l'un des adjoints ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci de votre attention. Merci beaucoup et bon courage avec Véronique et le service RH pour ces nouvelles obligations légales et avec le centre de gestion qui va nous appuyer. Sur ce risque santé, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Véronique, sur la modification du tableau des effectifs. Oui, merci monsieur. 8.3. Ouais. Merci monsieur le maire. Donc s'il s'agit de la modification du tableau des effectifs, vous savez qu'il est nécessaire dans la vie d'une collectivité d'ouvrir, de fermer, de modifier les temps de travail des postes pour assurer la continuité des services et qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet, à temps partiel, nécessaire au fonctionnement des services. Donc il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit. Sur la filière technique, grade d'adjoint administratif, donc il s'agit de la création d'un poste en CDI pour un temps partiel de 15 heures par semaine. Et sur la filière administrative, le grade de rédacteur principal deuxième classe, donc c'est une création suite à, en fait, c'est sur un temps complet bien sûr, et c'est la nomination au 1er juin suite au concours à la réussite d'une
d'un agent de la ville, réussite au concours. Et donc il s'agit de Brigitte de Bottin qui a réussi brillamment et qui passe désormais au grade de rédacteur principal 2e classe. Brigitte de Bottin est au service musée et patrimoine. Absolument. Et puis la filière technique, c'est la déprécarisation d'un agent du pool ménage. Sur cette modification du tableau des effectifs numéro 2, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Les emplois d'été, Véronique Paco. Oui, donc il s'agit de la création d'emplois non permanents au nombre de 8 pour faire face à un besoin saisonnier d'activité. Et donc nous avons décidé de créer pour cet été 2024 6 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint du patrimoine pour effectuer les missions d'accueil, d'agent d'accueil suite à l'accroissement saisonnier d'activité dû à la période estivale. Donc d'une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures pour 6 mois sur la période de 12 mois. En article 2, on fixe la rémunération en fonction des diplômes, des compétences et de l'expérience professionnelle des agents recrutés. En article 3, nous créons 2 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer les missions d'agent d'accueil suite à l'accroissement saisonnier d'activité à la direction des sports et loisirs pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois. Donc il s'agit en fait des accueils à l'espace sport et nature pour les locations de pédalo, paddle et autres VTT, en fait tous les sports plein air qui sont sollicités durant la période estivale. Article 4, de fixer la rémunération en fonction des diplômes, des compétences, de l'expérience professionnelle de tous ces agents recrutés. Merci beaucoup et grâce à Sophie Renaud, d'ailleurs, nous avons pris la bonne habitude de délibérer sur ces jobs d'été depuis cette année. C'est très bien. Sur les jobs d'été, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Prime pouvoir d'achat. Ça, c'est pour moi. Donc, considérant qu'il y a lieu de verser une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire en vue de soutenir le pouvoir d'achat des agents publics territoriaux ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 39 000 euros sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il convient que le conseil municipal détermine le montant forfaitaire de la prime dans le respect du barème, qu'il appartient également au conseil municipal de déterminer les modalités de versement de cette prime. Il est proposé au conseil municipal, suite à l'avis favorable et à la négociation sociale qui a eu lieu au comité social territorial du 15 mars 2024, de mettre en place cette prime pouvoir d'achat exceptionnelle au bénéfice des agents publics de la ville d'Autun. Pour bénéficier de cette prime, les agents doivent avoir été nommés ou recrutés à une date antérieure au 1er janvier 2023, être employés ou rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023, avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros et évidemment être dans le cadre d'emplois publics, ce qui exclut malheureusement certains contrats de droit privé comme les contrats aidés, mais tel est le texte de loi. Dans la limite du plafond prévu pour chaque niveau de rémunération, l'organe délibérant détermine le montant de la prime et donc la collectivité a décidé de retenir 7 niveaux de prime conformes au niveau de rémunération fixé par décret. Vous avez ces niveaux où les représentants du personnel ont choisi de concentrer les primes les plus importantes sur les salaires les plus bas. Et donc dans à peu près la même enveloppe que la communauté de communes, mais avec une progressivité plus forte et un soutien plus fort aux petits salaires. Le montant de la prime est réduit à proportion de la quotité de travail pour ceux qui sont arrivés entre-temps, en cas de temps partiel ou de temps non complet. De la même manière, c'est la quotité de travail qui est prise en compte. La prime pouvoir d'achat sera donc versée par la ville d'Autun aux seuls agents publics éligibles qu'elle emploie et qu'elle rémunère au 30 juin 2023. Et donc, elle sera versée en une seule fois, tel a été le choix des représentants du personnel, d'ici le 30 juin 2024. Et les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget que nous avons voté il y a quelques instants dans le cadre du budget général des dépenses de personnel. Sur cette prime pouvoir d'achat exceptionnelle, y a-t-il des questions,
Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie pour les agents, et toutes les collectivités n'ont pas été capables de verser une prime. Nous avons fait le choix de soutenir ce pouvoir d'achat, même si, et j'anticipe peut-être certaines remarques, nous préférerions que les agents aient une revalorisation du point d'indice, à condition qu'elle soit compensée, parce que c'est quand même pris sur le budget principal sans aucune compensation de l'État. Deux derniers rapports, le point 8.6 sur les logements de fonction par nécessité absolue de service. Véronique Paco. Oui, donc il s'agit du logement de fonction par nécessité absolue de service. Donc, considérant que ce dispositif est réservé aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. Ces logements sont donc attribués à certains emplois fonctionnels, et là il s'agira de l'emploi de DGS de notre commune à compter du 1er mai. Considérant que chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit, considérant que toutes les charges courantes liées au logement de fonction sont acquittées par l'agent, considérant qu'il appartient au conseil municipal, conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, de fixer par délibération la liste des emplois pour lesquels un logement peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance en raison des contraintes liées à leur fonction. Dans l'attente de l'avis du comité social territorial, il est proposé au conseil municipal de modifier la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué selon le dispositif suivant. Concession de logement pour nécessité absolue de service, donc concernant l'emploi de DGS d'une commune de plus de 5000 habitants, pour l'emploi fonctionnel qui lui ouvre le droit à l'octroi du logement. Donc, autoriser Monsieur le maire ou l'un des adjoints ayant délégation à signer tout document se rapportant au dit dossier. Merci Véronique, c'est dans le sens aussi de nos délibérations récentes. Et là aussi, on s'est mis en conformité sur les logements de fonction que nous avons redélimités et donc dont nous mettons à jour la liste. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et France 7 va conclure en beauté avec la convention d'échange de services ville-communauté de communes pour 2024. Oui, il s'agit de quelque chose dont nous allons délibérer aussi demain, je crois, au conseil communautaire. C'est à l'heure du jour en tout cas. Donc, considérant la rédaction de conventions d'occupation spécifiques pour les locaux utilisés par les services de la CCGAM et appartenant à la ville d'Autun, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'échange de services 2024 entre la ville d'Autun et la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan telle que présentée en annexe, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document relatif à ce dossier. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs dans le budget, ce qui était en attribution de compensation pour le service commun des STA est maintenant en prestation de service, ce qui aussi fait modifier les lignes, mais qui nous permet d'avoir une meilleure traçabilité de nos services et de se prester réciproquement des services quand nous en avons besoin. Je vous propose de passer au vote pour terminer sur ce point 9.1. Y a-t-il des questions? On en parle demain au conseil communautaire. Y a-t-il des oppositions? Nous passons au vote. Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.